Salut, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne Mangayo où on va parler de différentes théories en psychologie sociale. J'y ferai souvent référence dans les prochaines vidéos, donc c'était important d'en parler ici. Je commence avec une théorie assez connue, la dissonance cognitive, qui désigne un conflit interne que l'on peut avoir dans notre propre système de pensée, en ayant par exemple une contradiction entre différentes pensées, ou une pensée, une valeur et un comportement, ce qui crée un inconfort psychologique. Je vais donner un exemple de dissonance cognitive qui a été bien étudié par la psychologue sociale Mélanie Joy, qui questionne notre rapport aux animaux. Je vous invite à écouter sa conférence TED qui est très intéressante. Selon différents sondages, il semble qu'une assez grande partie de la population soit assez favorable à la prise en considération du bien-être animal. Et pourtant, dans nos comportements quotidiens, nombre d'entre nous consomment certains produits qui ont provoqué pas mal de souffrance animale. Et c'est là que vient le conflit de la dissonance cognitive, entre une idée, où on ne veut pas faire du mal aux animaux, et un comportement qui, lui, peut faire du mal aux animaux. Et notre cerveau, il n'aime pas du tout cet état de dissonance, et il fera tout pour la réduire et retrouver un état qu'on pourrait qualifier d'équilibre cognitif. Et pour diminuer cette dissonance, il y a deux solutions. Soit on change notre comportement, dans cet exemple, refuser de cautionner financièrement ce qu'on ne cautionne pas idéologiquement, ou alors on change notre pensée, on cherche de nouveaux raisonnements pour justifier nos actes en disant par exemple que c'est pas si grave, qu'on n'a pas le choix, ou autres explications qui vont rationaliser nos comportements. Intuitivement, on pourrait penser qu'on est rationnel, et que si notre comportement ne correspond pas à nos pensées, à nos valeurs, alors on va prendre la première option, on va changer nos comportements. Mais comme le dit Kistler, l'inventeur de la théorie de l'engagement, nous ne sommes pas rationnels, mais rationalisants. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir rationnellement et d'adapter nos comportements pour qu'ils soient en accord avec nos valeurs, on a tendance à faire l'inverse, à adapter nos pensées à nos comportements pour les expliquer et les justifier. Il y a énormément d'expériences de psychologie qui montrent cette tendance qu'on a à rationaliser. Et je vais ici vous en présenter une que j'aime beaucoup, l'expérience du jouet interdit. Dans cette étude, chaque enfant est laissé dans une pièce avec différents jouets. Et on va lui demander de les classer par ordre de préférence. Et on va ensuite sélectionner le deuxième jouet préféré de l'enfant et lui dire de ne plus jouer avec. Et il y a deux situations. Dans la première, la situation sévère, on va dire à l'enfant « Je ne veux pas que tu joues avec ce jouet. Si tu joues avec, je serai très en colère et je devrais reprendre ce jouet. » Et dans la deuxième situation, la situation douce, on va lui dire « Je ne veux pas que tu joues avec ce jouet. Si tu joues avec, je serai ennuyé. » Et dans les deux situations, les enfants ont arrêté d'utiliser le jouet en question. La différence entre les deux situations arrive plus tard. On demande à nouveau aux enfants d'évaluer leur jouet préféré. Dans la condition sévère, les enfants ont eu tendance à placer le jouet en première position au lieu de le laisser en deuxième. Alors que dans la condition douce, c'est l'inverse, les enfants ont plutôt dévalorisé le jouet. Ce qui peut expliquer ces résultats, c'est que dans la première condition, les enfants ont une justification externe pour expliquer leur comportement. S'ils avaient joué avec, le jouet leur aurait été enlevé. Alors que dans la deuxième, il n'y a pas de justification externe. Alors pour conserver l'équilibre cognitif, l'enfant doit trouver une justification interne pour expliquer son comportement. Quelle raison j'avais de ne pas utiliser ce jouet? Peut-être qu'en fait, je ne l'aimais pas tant que ça. Comme bien d'autres, cette expérience nous montre comment on peut être amené à changer nos opinions à partir d'un changement de comportement. Dans la théorie de l'engagement que j'ai mentionnée tout à l'heure, Kistler nous dit que c'est nos actes qui nous engagent. C'est-à-dire que plus on va effectuer un comportement, plus on va persévérer dans ce genre de comportement et se persuader que c'est la bonne chose à faire. Cette théorie explique par exemple la technique de manipulation qu'on appelle le pied dans la porte, où le fait de réaliser un certain comportement augmente des chances d'en faire un deuxième qui va dans le même sens. Par exemple, dans différentes expériences de psychologie, on amène les gens à réaliser un geste altruiste mais anodin, comme donner l'heure, et on leur demande ensuite de la monnaie. Ce qu'on observe, c'est que ceux à qui on a demandé l'heure l'instant d'avant vont donner davantage que ceux qui n'ont pas fait ce premier comportement. Il y a tout un courant de recherche en psychologie sociale qui s'intéresse à ces différentes techniques de manipulation qu'on appelle la soumission librement consentie. Et le fait de connaître ces techniques ne doit pas nous inciter à les utiliser. Comme le stipule le titre du livre « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens », le but ne doit pas être d'utiliser ces techniques, mais plutôt de les connaître pour pouvoir éviter de se faire manipuler par ceux qui les utilisent, notamment pour nous vendre des choses. Revenons sur la théorie de l'engagement. Le modèle de Kistler propose 5 facteurs permettant d'expliquer et de moduler l'engagement des individus. On va prendre l'exemple d'un éco-geste assez connu, vous décidez de ne plus prendre l'avion. Quels sont les facteurs qui vont vous faire persévérer dans votre comportement? Premier facteur engageant, le contexte de liberté. Plus vous ferez votre comportement avec un sentiment de liberté, plus vous serez engagé. Donc vous serez plus à même de recommencer si vous avez fait votre acte sans contrainte extérieure. Comme avec l'expérience du jouet, le fait de se sentir libre au moment de notre comportement fait que nous ne pouvons pas l'expliquer par une contrainte extérieure. Si on a agi de nous-mêmes, on se dit qu'on avait envie d'agir ainsi.
ou alors que c'était la bonne chose à faire. Induire un contexte de liberté, c'est aussi utilisé comme une technique de manipulation. Comme le montrent certaines expériences, où on demande une certaine requête, comme demander de l'argent, le fait d'induire un contexte de liberté, en disant que la personne est libre d'accepter ou non, fait que la personne aura plus de chances d'accepter la requête. Ça s'explique par la théorie de la réactance, qui nous dit que lorsqu'on sent une restriction de nos libertés, qu'on sent qu'elles sont menacées, ça éveille en nous un état qu'on appelle la réactance psychologique, où on a envie de retrouver notre liberté. En général, on n'aime pas trop qu'on nous impose des choses, on aime avoir la sensation de liberté. C'est pourquoi le fait de suggérer à la personne qu'elle est libre de choisir permet de faire baisser cet état de réactance. Deuxième facteur engageant, le coût de l'acte. Plus votre comportement aura été coûteux, plus il sera engageant. Par exemple, si vous avez dû faire des sacrifices, dépenser de l'argent ou dans notre contexte de l'avion, refuser de partir en vacances dans un certain lieu avec vos amis, c'est un facteur engageant. Ça rejoint la notion de coût irrécupérable où pour faire un choix, on prend en compte des coûts qui ont déjà été payés et qui ne devraient plus être pris en compte, car on ne veut pas gâcher les investissements ou les efforts qu'on aurait déjà faits. Troisième facteur, la visibilité de l'acte. Plus le comportement sera visible par les autres, plus vous serez engagé. Si vous dites que vous cessez de prendre l'avion, et ce devant tous vos amis et toute votre famille, ce sera beaucoup plus engageant que si vous prenez cette décision seule, sans en parler à personne. Quatrième facteur, la réitération de l'acte. Plus vous répétez votre comportement, encore et encore, plus vous serez engagé. C'est le facteur qui résume très simplement l'engagement. Plus on fait un comportement, plus on aura tendance à refaire ce comportement. Et cinquième facteur, l'irrévocabilité de l'acte. Si votre comportement est irrévocable et que vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière, vous serez encore plus engagé. Ce qui nous amène une nouvelle fois à la notion des coûts irrécupérables, qui est très bien expliquée dans cette vidéo de Science étonnante. Et il y a un sixième facteur engageant, qui n'était pas noté par Kistler, c'est la labellisation, qu'on appelle aussi l'étiquetage. J'utiliserai souvent les termes labelliser et étiqueter comme des synonymes. Il y a plusieurs études qui ont montré que le fait de labelliser une personne en la qualifiant de généreuse ou altruiste augmente la probabilité qu'elle aide quelqu'un ensuite. Et bien sûr, ça marche aussi avec d'autres qualificatifs. Je cite Baker, le sociologue qui a inventé cette théorie, le déviant est celui à qui l'étiquette de déviant a été appliquée avec succès, dans le sens où les étiquettes qu'on nous applique peuvent conditionner nos attitudes. Pour montrer cet effet, une étude de psychologie sociale s'est chargée d'amener des enfants à jeter des papiers de bonbons dans la poubelle et non par terre. Il y avait trois groupes. Le premier, c'est une condition injonctive, on leur dit ce qu'il faut faire. Il faut être des enfants propres et ordonnés. Dans le deuxième groupe, le groupe étiquetage, on leur dit qu'ils sont des enfants propres et ordonnés. Et bien sûr, le groupe contrôle où on ne fait rien de particulier. Et les résultats montrent que étiqueter les enfants est plus efficace que leur donner des ordres. Et en plus, cet effet dure plus dans le temps. Sous forme de technique de manipulation, la labellisation est souvent associée au pied dans la porte, où on labellise la personne après son premier acte, l'acte préparatoire, en disant par exemple « Merci beaucoup, vous êtes vraiment une personne bien ». Et pour en revenir à l'exemple de l'avion, si on vous labellise en vous disant que vous êtes une personne bien, que vous êtes responsable, que vous êtes écolo, vous aurez encore plus de chances de persévérer dans votre comportement. Ça rejoint la théorie de l'auto-perception qui suggère que lorsqu'on intériorise notre comportement après l'avoir effectué, alors on aura plus de chances de recommencer puisqu'on se perçoit comme une personne qui fait ce genre de comportement. Bon, là j'ai pris un exemple plutôt positif, donc si vous persévérez dans cet engagement, bon, c'est plutôt pas mal. Mais si on prend un comportement qui a des conséquences négatives, ça peut donner quelque chose de vraiment problématique, où on va persister dans ce comportement en se persuadant que c'est la bonne chose à faire. Et comme on l'a vu avec les facteurs engageants, si on persévère dans notre comportement devant beaucoup de monde, qu'on s'identifie à ce comportement, etc., dans ces conditions, la théorie de l'engagement nous dit que ça va être très difficile pour nous de se remettre en question. Plus on sera engagé et plus on aura une réticence à changer d'avis et à admettre qu'on s'est trompé. Ça rejoint un biais psychologique qu'il faut bien surveiller, le biais de confirmation. On aime se donner raison, on accepte plus facilement des informations qui confortent notre position et nos idées. Et quand on est militant, quelle que soit la cause que l'on défend, il faut faire bien attention à ce biais. Car si on persévère à défendre une idée qui ne s'avère en fait pas si bonne que ça, alors on aura beau avoir de bonnes intentions, on ne fera pas une bonne action. Et même lorsqu'on défend une bonne cause, il faut rester vigilant à ne pas propager de fausses informations. C'est justement lorsqu'on est engagé, qu'on tient à cette position que l'on défend, qu'on est particulièrement à risque de ce biais de confirmation. Donc quand on est militant, il faut être d'autant plus vigilant lorsqu'on fait nos recherches. L'effet chimpanzé a d'ailleurs fait une très bonne vidéo sur ce sujet, de faire des recherches quand on est militant. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, et je vous laisse avec un extrait d'une conférence de Frédéric Mesguich qui illustre très bien la notion de dissonance cognitive en lien avec notre rapport aux animaux. Cette conférence a été faite dans le cadre des conférences que l'association PEA a fait pendant la période de confinement, et je vous invite à aller en écouter quelques-unes parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Après, je voudrais poser une question rhétorique.
pourquoi il est plus facile pour les gens de condamner la tauromachie que la boucherie. Donc ça, c'est une question qui a été posée par Tobias Linhart, vegan stratégiste. Bon, il y a plein de raisons. Sa réponse à lui, c'est que quand on ne participe pas à quelque chose, c'est beaucoup plus facile de s'y opposer. A priori, il y a peu de Suisses ou peu de Français qui vont voir la tauromachie, donc c'est plus facile pour ces gens-là de se dire la tauromachie, quand même, c'est un peu sadique, c'est pas très cool pour les animaux, etc. Par contre, quand on consomme soi-même de la viande, c'est plus difficile de se dire que consommer de la viande et financer l'exploitation animale, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose d'injuste et qui ne devrait pas exister. Nos idées, nos opinions ne sont pas forcément ce qui précède comment on va agir. Ce n'est pas parce qu'on est spéciste et qu'on est convaincu que les humains sont supérieurs et que les intérêts des animaux ne comptent absolument pas, on va se mettre à manger de la viande. Généralement, c'est plutôt parce qu'on mange de la viande et qu'on nous a demandé de nous justifier qu'on va s'imaginer une histoire qui va faire que c'est justifié de le faire. Un exemple historique que je propose ici, c'est les rhétoriques essentialistes sur la supériorité de la race blanche qui sont apparues après le début de la traite négrière. Et donc, l'idée que je vais vous faire passer, c'est que ça va être plus facile pour une personne de changer son comportement, de changer ses opinions, pardon, si elle a déjà changé son comportement.